Nous faisons le compte à rebours de 25 choses que les soldats de la Seconde Guerre mondiale ont enseignées à leurs familles avant de partir au front. Pas des adieux sentimentaux, mais des leçons de survie. Dans les dernières semaines, les hommes s'asseyaient aux tables de cuisine et transmettaient tout ce qu'ils savaient. Comment faire fonctionner la chaudière, faire durer un carnet de rationnement et rester calme quand le télégramme arrivait. Certaines leçons étaient pratiques, d'autres désespérées. Toutes étaient urgentes. 16 millions d'Américains ont servi. Presque tous ont laissé quelqu'un derrière eux. Avant de partir, ils ont enseigné, montré et écrit des choses. Des notes encore conservées dans des tiroirs aujourd'hui. Voici ce qu'ils ont dit. Quelle leçon importait le plus? Commençons le compte à rebours à partir de 25. Top 25. Comment lire le carnet de rationnement? Dès 1942, chaque foyer avait des timbres de couleur. Les timbres bleus étaient pour les conserves, les timbres rouges pour la viande et les produits laitiers. Le sucre avait son propre carnet. Dépensez-les mal et vous vous en passiez. Avant de partir, les soldats parcouraient le carnet de rationnement page par page avec leur famille. Ils montraient les dates d'expiration, le système de points et quel épicier suivait les règles et lequel ne le faisait pas. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, il s'agissait de planifier des semaines à l'avance. Ceux qui ont appris ont nourri leur famille pendant 4 ans. Ceux qui ne l'ont pas fait l'ont appris à leurs dépens. Top 24. Comment maintenir un jardin de la victoire? Et en vie en 1943, 20 millions de jardins de la victoire remplissaient les arrière-cours et les terrains vagues. Planter était facile. Les maintenir en vie dans la chaleur de l'été ne l'était pas. Les hommes enseignaient comment lire le sol, quand arroser, comment repérer un véritable stress par rapport au flétrissement de midi. Ils expliquaient les cultures associées et la lutte contre les parasites. Certains dessinaient même des plans. Les familles qui les ont suivis ont mangé tout l'été, d'autres ont deviné, et certaines se sont trompées. Top 23. Comment préparer un poulet pour le dîner? En temps de guerre, les protéines provenaient souvent de la cour, mais quelqu'un devait transformer un oiseau vivant en repas. C'était une leçon difficile, mais elle était nécessaire. Les soldats enseignaient la méthode la plus rapide et la plus propre pour échauder, plumer et vider l'oiseau sans gaspillage. À la fin de la guerre, les femmes, à travers l'Amérique, l'avaient fait d'innombrables fois et l'avaient transmis. Top 22. Comment sauvegarder chaque goutte de graisse? La graisse de cuisson usagée est devenue du matériel de guerre. On a demandé aux familles de la collecter. Les soldats ont enseigné exactement comment faire. La filtrer, la stocker, la réutiliser. Rien n'était gaspillé. Elle pouvait servir à cuisiner des repas ou être remise pour l'effort de guerre. Pour beaucoup, c'était une vieille connaissance de la dépression. Pour d'autres, c'était entièrement nouveau. Top 21. Comment écrire des lettres pour contourner la censure? Chaque lettre était lue. Un seul détail erroné pouvait être censuré. Les familles ont appris les règles. Pas de lieu, pas de date, aucun signe de peur ou de faiblesse. Au lieu de cela, elles utilisaient un langage codé, lisant entre les lignes. Les couples ont élaboré des systèmes privés que les censeurs ne pouvaient pas détecter. Des conversations entières étaient cachées au vu et au su de tous. Top 20. Comment faire fonctionner? La chaudière dans les états plus froids, la chaudière était synonyme de survie. Les hommes montraient comment vérifier les niveaux, purger les radiateurs et économiser le combustible. Lors d'un hiver de rationnement, les erreurs signifiaient mourir de froid. Ceux qui avaient appris restaient au chaud, ceux qui ne l'avaient pas fait en souffraient. Top 19. Comment maintenir la voiture en état de marche? Le caoutchouc était rare. Il était presque impossible de se procurer des pneus neufs. On apprenait aux familles
comment changer un pneu, vérifier l'huile et entretenir le moteur. C'étaient des compétences simples, mais elles étaient cruciales. Des mois plus tard, sur des routes sombres sans aucune aide en vue, ces leçons faisaient toute la différence. Top 18. Comment gérer les créanciers par soi-même. Les dettes de l'époque de la Grande Dépression étaient encore récentes en 1941. De nombreuses familles avaient des prêts hypothécaires, des paiements échelonnés pour des meubles ou des appareils électroménagers, et de petits emprunts auprès de banques locales ou de proches. Lorsqu'un homme était déployé, son allocation mensuelle de solde militaire remplaçait son salaire, et elle était presque toujours inférieure. Il fallait gérer les créanciers. Les hommes expliquaient le système d'allocation avant de partir. Ils indiquaient à leurs épouses quelles factures étaient prioritaires et dans quel ordre. Le prêt hypothécaire en premier, toujours. Les factures d'eau et d'énergie en second. Tout le reste était négociable. Ils expliquaient comment appeler un créancier et demander un report, en utilisant un langage respectueux, mais ferme. Car il existait des lois protégeant les familles de militaires, et tous les créanciers ne fournissaient pas spontanément cette information. Ils mettaient également en garde contre la fierté. Certaines épouses se seraient privées de courses plutôt que d'appeler un créancier pour renégocier. Certains maris les asseyaient et leur disaient clairement que ces gens attendraient. Leurs enfants, non. Cette conversation a changé la façon dont certaines familles ont survécu au cours des 4 années suivantes. Top 17. Comment conserver les aliments par la mise en conserve au bain-marie. Le bocal-bol était aussi essentiel à la cuisine en temps de guerre que le carnet de rationnement. Mettre en conserve les produits du jardin en été signifiait pouvoir manger en février. Les hommes qui avaient grandi en regardant leur mère le faire enseignaient la technique à leurs épouses qui avaient grandi dans des villes où la nourriture provenait d'un magasin. La leçon était exigeante, car les enjeux étaient réels. Une mauvaise température et le joint d'étanchéité cédaient. Un joint défectueux et le bocal se gâtait sans en avoir l'air. Le manger, quand même, pouvait tuer un enfant. Les pères s'asseyaient aux tables de cuisine et expliquaient la différence entre les aliments très acides, tomates, cornichons, fruits, qui pouvaient être traités en toute sécurité dans un bain d'eau bouillante, et les aliments peu acides, haricots verts, maïs, viande, qui nécessitaient un autoclave pour atteindre la température permettant de tuer le botulisme. Les femmes qui maîtrisaient bien cette technique préparaient des centaines de bocaux par saison. Leurs caves à provisions resplendissaient de rangées de tomates, de pêches, de haricots verts et de betteraves marinées, qui permettaient aux familles de traverser les mois de pénurie. Les femmes qui ne l'avaient pas appris se formaient elles-mêmes grâce à des livres de bibliothèque et à leurs voisins, et commettaient des erreurs qui étaient pour la plupart mineures, mais parfois graves. Top 16. Comment coudre, rapiécer et faire durer les vêtements. Les vêtements neufs n'étaient pas rationnés aux États-Unis, comme ils l'étaient en Grande-Bretagne, mais ils coûtaient cher. Le tissu était détourné pour les uniformes et la soie des parachutes, et une famille vivant avec une allocation militaire réduite ne pouvait pas acheter un nouveau pantalon pour enfants à chaque saison. Les vêtements devaient durer. Les hommes qui avaient grandi en regardant leur mère coudre transmettaient ce qu'ils savaient. Comment repriser une chaussette sur un œuf à repriser en bois pour que la réparation tienne. Comment retailler une chemise usée pour l'adapter à un enfant plus jeune. Comment défaire un ourlet sans laisser de lignes visibles. Comment rapiécer les genoux des pantalons de travail avec des morceaux découpés dans les poches arrière, usés d'un pantalon déjà irrécupérable. La couture et le raccommodage permettaient de garder les vêtements utilisables plus longtemps. Certaines de ces leçons surprenaient les hommes eux-mêmes qui les donnaient. Ils ne s'étaient jamais considérés comme des personnes sachant coudre. Mais la Grande Dépression avait rendu tout le monde pragmatique, et ils transmettaient ce qu'ils savaient. Parfois maladroitement,
parfois par des notes manuscrites, sur des fiches que leurs épouses gardaient dans des paniers à couture, jusqu'à ce qu'elles jaunissent et tombent en poussière. Les connaissances pratiques survivaient souvent au papier sur lequel elles étaient écrites. Voici ce dont personne ne parle. L'armée de terre et la marine publiaient des brochures officielles pour les familles restées au pays. Elles se traitaient du rationnement, des jardins de la victoire et du moral. Ce qu'elles ne couvraient pas, c'était le savoir privé et spécifique qui vivait dans chaque foyer et qui n'avait jamais été consigné nulle part. La connaissance d'une chaudière en particulier, d'un voisin précis à appeler en cas d'urgence spécifique, d'une manière particulière de parler à un propriétaire donné. Ce savoir ne vivait qu'en l'homme qui partait. La leçon du numéro 15 de cette liste a été donnée dans presque tous les foyers et n'a jamais figuré dans aucune brochure. Top 15. Comment gérer le télégramme de Western Union? Pendant la guerre, chaque famille savait ce que signifiait un télégramme de Western Union. Le garçon à vélo, l'enveloppe jaune, le message qui commençait si souvent par « Le secrétaire à la guerre me charge de vous exprimer ses profonds regrets ». Avant de s'embarquer, les hommes disaient à leur famille ce qu'il fallait faire si ce télégramme arrivait. Pas en ces termes. Personne ne disait directement « Voici ce qu'il faut faire quand je serai mort ». Au lieu de cela, ils donnaient des instructions simples. S'il arrive quelque chose, appelle d'abord ta mère. La police d'assurance est dans le tiroir en haut à gauche du bureau. Tu n'es pas obligé de l'ouvrir seul. Demande aux voisins d'être présents. Certains hommes écrivaient des lettres, à n'ouvrir que s'ils ne rentraient pas. Ils confiaient ces lettres à leurs épouses, à leurs mères, à leurs aînés, leur indiquaient où elles se trouvaient et leur disaient de ne pas les ouvrir à l'avance. La plupart de ces lettres commençaient de la même manière. Si tu lis ceci, il y a des choses que tu dois savoir. Les historiens ont retrouvé des milliers de ces lettres dans des boîtes au grenier. Presque aucune d'entre elles ne parlait de la guerre. Presque toutes parlaient d'amour, de ce dont la personne restée au pays était capable, et des raisons précises pour lesquelles l'auteur était fier d'elle. Top 14. Comment garder les enfants calmes quand on ne l'est pas soi-même? C'était la leçon que personne n'avait demandée. Les hommes avaient observé que les enfants regardaient leur mère de la même manière que les animaux observent la météo. Une mère effrayée produisait des enfants effrayés. Une mère qui traversait la peur en gardant le contrôle de son visage et une voix assurée donnait à ses enfants quelque chose à quoi se raccrocher. Les conseils étaient pratiques, au point d'en être inconfortables. Ne les laisse pas te voir lire le journal. Fais en sorte que la routine du dîner soit la même tous les soirs. Laisse-leur poser une question d'inquiétude par jour. Réponds-y honnêtement. Puis, clôt le sujet. Si tu dois pleurer, pleure, une fois qu'ils sont endormis. Ce n'était pas de la cruauté, c'était le savoir d'homme qui avait grandi pendant la Grande Dépression, qui se souvenait de ce que l'on ressentait à 6 ans en voyant le visage d'un parent se figer de peur, et qui ne voulait pas que leurs enfants portent ce fardeau. Les femmes qui ont suivi ces conseils ont souvent dit plus tard qu'elles ne savaient pas comment elles avaient tenu le coup. Elles y étaient parvenues en partie parce qu'on leur avait dit comment faire. Top 13. Comment identifier une fuite de gaz, un fil défectueux et un chauffe-eau défaillant? Il s'agissait des urgences qui survenaient sans prévenir et sans un homme à la maison pour s'en occuper. Avant de partir, les soldats faisaient le tour de leur maison, montraient du doigt chaque système susceptible de tomber en panne et décrivaient à quoi cela ressemblerait ou quelle odeur cela aurait, le cas échéant. Le gaz a une odeur d'œuf pourri. Si tu le sens, n'allume ni n'éteins aucun interrupteur. Ouvre les fenêtres. Fais d'abord sortir les enfants. Appelle la compagnie de gaz depuis le téléphone du voisin. La leçon était répétée 2 fois. Un feu d'origine électrique commence souvent derrière le mur et sent l'isolant brûler avant de sentir quoi que ce soit d'autre. Si une prise est chaude au toucher, ne l'utilise pas. Un chauffe-eau qui claque
ou qui fuit par la soupape de pression n'est pas en bon état. Ce sont ces choses qui tuent les gens en silence, et elles tuent plus souvent lorsqu'il n'y a personne à la maison qui sait de quoi il s'agit. Les femmes qui ont reçu cette leçon sont devenues celles que leurs voisins appelaient en cas d'urgence. Elles sont devenues celles qui savaient quoi faire et qui agissaient. Top 12. Comment demander de l'aide sans s'excuser d'en avoir besoin? C'était la leçon donnée par des hommes qui avaient vu leur propre mère souffrir par fierté et qui avaient grandi dans des foyers où demander de l'aide signifiait admettre un échec, où une porte d'entrée fermée signifiait une famille fermée, et où tout ce qui se passait à l'intérieur restait à l'intérieur. Ils disaient directement à leurs épouses et à leur mère « Si quelque chose se casse, demande aux voisins. Si l'argent vient à manquer, demande à l'église. Si tu es malade et que les enfants ont besoin d'être gardés, appelle ma sœur, et sois sincère quand tu l'appelles. Il n'y a aucun honneur à lutter seul quand il y a des gens autour de toi qui veulent t'aider et qui n'attendent que d'être sollicités. La guerre a changé ce que signifie avoir besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide maintenant. Demande-la. » Certains hommes qui donnaient cette leçon n'avaient eux-mêmes jamais demandé d'aide. Ils donnaient ce conseil en sachant qu'ils ne pourraient pas le suivre. Ils le donnaient quand même parce que la personne qu'ils laissaient derrière eux avait moins d'expérience face aux épreuves et qu'ils voulaient que cette personne survive. Top 11. Comment lire une allocation de solde militaire et combattre une erreur bureaucratique? Le système d'allocation du gouvernement n'était pas simple. Un soldat désignait une partie de sa solde pour être envoyé directement chez lui, et le reste lui revenait. Les montants des allocations changeaient en fonction du grade, de l'ancienneté et de la situation de famille. Les erreurs étaient constantes, et les corriger exigeaient de la patience, des documents et la volonté d'écrire des lettres à des bureaux de Washington qui pouvaient mettre des semaines à répondre. Les hommes expliquaient le système et laissaient à leur famille des copies de leur matricule, de leur grade et de leur désignation d'allocation. Ils disaient à leurs épouses quel devait être le montant exact et ajoutaient « Si c'est faux pendant 2 mois de suite, écris une lettre. Voici l'adresse. Voici ce qu'il faut dire dans la lettre. Garde une copie de chaque lettre que tu envoies. Garde une copie de chaque lettre que tu reçois. » Les femmes qui suivaient ce conseil repéraient les erreurs et récupéraient l'argent dont les familles avaient désespérément besoin. Les femmes qui supposaient que le gouvernement ne se trompait pas se retrouvaient parfois à court d'argent pendant des mois avant que quiconque ne s'en aperçoive. La leçon ne portait pas sur la méfiance. Elle portait sur la vérification, car les systèmes créés par des humains en temps de guerre commettaient des erreurs humaines. L'armée a fait quelque chose de remarquable en 1943. Elle a interrogé les vétérans de retour sur ce qui leur manquait le plus. Les réponses obtenues n'étaient pas celles que les concepteurs de l'enquête attendaient. La plupart des hommes n'ont pas répondu un steak ou un lit confortable. Ils ont cité des choses ordinaires. Le son de la voix d'une personne en particulier, un repas spécifique préparé d'une certaine manière, l'odeur d'une maison dont ils avaient été responsables. Ce que les hommes qui donnaient ces leçons offraient, c'était une version de cette vie ordinaire gardée intacte. Ils essayaient de s'assurer que ce qu'ils retrouveraient à leur retour serait toujours là pour les accueillir. Top 10. Comment préparer un repas avec presque rien? La cuisine de la Grande Dépression vivait dans la mémoire de chaque Américain qui avait été adulte dans les années 1930. Les soldats qui avaient vu leur mère faire durer $1 sur toute une semaine transmettaient ce savoir avant de partir, car les allocations militaires étaient maigres et les prix des denrées alimentaires augmentaient. Les leçons spécifiques variaient selon la région et la famille. Dans le Sud, comment faire en sorte qu'une marmite de haricots nourrisse 6 personnes avec du pain de maïs fait maison? Dans le Midwest,
comment transformer un os à soupe en 3 jours de repas. Dans les villes, comment faire du riz frit avec le riz nature de la veille, un œuf et n'importe quel légume vert qui se trouvait dans la glacière. Le point commun était la graisse et le sel. La graisse rendait les aliments simples rassasiants. Le sel donnait aux plats basiques un goût plus riche qu'il ne l'était en réalité. Les hommes qui savaient se débrouiller dans une cuisine de la dépression donnaient des recettes précises de mémoire, se tenant devant la cuisinière et les préparant une fois pour que la personne qui regardait puisse en ressentir la texture entre ses mains et pas seulement entendre les mots. Certaines de ces recettes n'ont jamais été écrites nulle part ailleurs. Elles n'existent que dans la mémoire des enfants qui les ont mangées pendant la guerre et qui les ont depuis enseignées à leurs propres enfants. Une forme de savoir qui a traversé la faim et a survécu. Top 9. Comment effectuer les réparations de base en plomberie et menuiserie? Un robinet qui fuit, un châssis de fenêtre coincé, des toilettes qui coulent, une charnière de portail qui se détache du poteau. C'étaient les réparations qui coûtaient de l'argent à faire et qui ne coûtaient que du temps à faire soi-même si l'on savait comment s'y prendre. Les hommes achetaient de petites collections d'outils de base avant de partir et rédigeaient des instructions pour les utiliser. Un joint à l'intérieur d'un robinet, une couche de peinture sur le bord gonflé d'un châssis de fenêtre, la valve spécifique à l'intérieur d'un réservoir de toilette qui contrôlait le flotteur. Il montrait les étapes une fois, puis demandait à la personne qui regardait de le faire elle-même pendant qu'il restait à côté, afin que le savoir vive dans les mains et pas seulement dans les oreilles. Les quincailleries à travers l'Amérique en 1942 et 1943 ont signalé une augmentation notable des achats de fournitures de base en plomberie et en menuiserie par des femmes. Les hommes avaient fait leur travail. Les femmes, qui entraient avec des listes manuscrites de ce dont elles avaient exactement besoin, avaient appris exactement quoi demander. Top 8. Comment fabriquer du savon à la lessive de cendre et à la graisse fondue? C'était un savoir plus ancien, un savoir de la dépression, un savoir de la ferme. Le genre de savoir qui avait sauté une génération dans les foyers prospères et qui était maintenant transmis à la hâte. Le savon commercial venait à manquer dans certaines régions. La leçon nécessitait 2 choses que la plupart des foyers en temps de guerre avaient en abondance: des cendres de bois, provenant de la cheminée ou du poêle, et la graisse fondue, qui était de toute façon conservée pour la campagne de collecte de graisse. La cendre fournissait de la lessive par lixiviation. La lessive se combinait avec la graisse, dans les bonnes proportions pour saponifier, pour se transformer en savon. Les hommes qui savaient cela l'avaient appris de leur grand-mère, ou pendant la dépression, et ils donnaient la leçon avec la gravité spécifique de quelque chose qui est sauvé d'une quasi-disparition. Les femmes qui la recevaient ressentaient la même chose. Il existe des récits des années 1940 de femmes écrivant à leurs maris déployés pour dire qu'elles avaient fabriqué le savon, que cela avait fonctionné, et qu'elles en avaient donné des pains à leurs voisins qui ne savaient pas comment faire. Un petit triomphe dans une semaine ordinaire, dont on se souvient 50 ans plus tard. Top 7. Comment utiliser une arme à feu en toute sécurité et quand l'utiliser? Tous les soldats ne donnaient pas cette leçon. Beaucoup le faisaient. On demandait à une femme seule, avec des enfants dans une maison, en particulier dans les zones rurales, de gérer un véritable problème de sécurité. Et certains maris estimaient qu'elle devait être capable de faire plus que d'appeler le shérif, qui se trouvait à 40 minutes de là. La leçon était minutieuse et spécifique. Comment la charger? Comment vérifier si elle était chargée? Où la ranger pour qu'elle puisse être atteinte rapidement par un adulte et ne puisse pas du tout être atteinte par un enfant? Dans quelles circonstances il était approprié de la présenter? Comment se tenir? Comment viser? Comment respirer? Plus que la mécanique, les hommes mettaient l'accent sur le jugement. La leçon n'était pas de savoir comment tirer sur quelqu'un, la leçon était de savoir comment être une personne qui en avait la capacité,
qui comprenait la gravité de cette capacité, qui l'utiliserait calmement si elle le devait, et qui ne l'utiliserait jamais si ce n'était pas nécessaire. Les femmes qui recevaient cette leçon de bonne foi, avec un partenaire qui faisait confiance à leur jugement, portaient une sorte de dignité entre leurs mains pour le reste de leur vie. Top 6. Comment négocier avec un propriétaire? Les logements locatifs étaient rares près des centres de production de guerre. Les propriétaires le savaient. Les prix abusifs des loyers étaient si courants que le gouvernement a fini par imposer un contrôle des loyers dans les zones de défense, mais l'application de la loi était inégale et les contrôles ne s'étendaient pas partout. Les hommes locataires expliquaient à leurs épouses exactement ce que disait le bail, où il était rangé et quels étaient leurs droits en vertu de celui-ci. Ils leur disaient ce qu'un propriétaire pouvait légalement exiger et ce qu'il ne pouvait légalement pas faire. Ils disaient « Tu n'as pas besoin de moi ici pour lire un contrat. Tu n'as pas besoin de sourire, de t'excuser ou d'accepter quelque chose d'injuste parce qu'il te semble impoli de t'y opposer. » Cette leçon était indissociable d'une leçon plus vaste sur l'autorité. L'Amérique, en temps de guerre, était pleine de personnes en position d'autorité, de propriétaires, de créanciers, de bureaucrates, d'hommes dans les bureaux gouvernementaux qui partaient du principe qu'une femme seule ne connaîtrait pas ses droits et n'insisterait pas pour les faire valoir. Les soldats qui préparaient leur famille transmettaient le message inverse. Tu sais ce qui est juste, dis-le clairement. S'ils ne t'entendent pas, répète-le. Top 5. Comment tenir les comptes du foyer et savoir où va chaque dollar? Pendant la guerre, les foyers militaires fonctionnaient avec des allocations fixes qui n'étaient pas flexibles. Il n'y avait pas de deuxième revenu sur lequel s'appuyer, pas d'heures supplémentaires pour combler un déficit, pas de carte de crédit. L'argent devait être suivi avec précision. Les hommes qui avaient l'habitude de gérer l'argent s'asseyaient avec leurs épouses à la table de la cuisine et élaboraient un système ensemble, parfois pour la première fois. Les revenus d'un côté, les dépenses fixes de l'autre. Une colonne pour les variables comme les courses, les chaussures et les réparations. Une boîte ou une enveloppe distincte pour chaque catégorie, étiquetée au stylo, était conservée dans un tiroir de la cuisine. La méthode que les générations suivantes appelleraient le système des enveloppes était la méthode de la dépression, la méthode du temps de guerre, et la seule méthode qui fonctionnait lorsque chaque dollar était déjà affecté. Les femmes qui ont appris cela et l'ont utilisé ont géré leur foyer sans s'endetter pendant les années de guerre. Certaines d'entre elles ont dit que c'était la première fois qu'elles comprenaient où allait l'argent et que cette compréhension les rendait moins effrayées, et non l'inverse, car au moins c'était connaissable. Au moins, cela portait un nom. Top 4. Comment être une personne dont vos enfants pourraient s'inspirer? Cela n'était pas dit à voix haute dans la plupart des foyers. C'était transmis sous forme de petites leçons. Soyez juste, soyez honnête avec les enfants quand l'honnêteté est sans danger, et soyez protecteur quand elle ne l'est pas. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Quand vous avez tort, dites-le. Quand vous avez peur, dites « Je gère la situation ». Certains hommes l'ont écrit dans des lettres, destinées à n'être ouvertes que s'ils ne revenaient pas. Ils écrivaient sur ce qu'ils espéraient que leurs enfants deviendraient et énuméraient les qualités qu'ils valorisaient: le courage, l'honnêteté, la patience, le sens de l'humour dans les moments difficiles, la volonté de travailler sans certitude de récompense. Ces lettres ont été écrites par des hommes dans la vingtaine et la trentaine, à la hâte, souvent la nuit, avec moins d'éducation que n'en auront plus tard leurs enfants, dans un langage simple et sans fioritures. Elles comptent parmi les documents les plus importants du XXe siècle, non pas pour ce qu'elles décrivent de la guerre, mais pour ce qu'elles décrivent de ce qu'une personne doit à ceux qui viennent après elle. Top 3. Comment faire son deuil et aller de l'avant? C'était la leçon la plus difficile, et la plupart des hommes ne pouvaient pas la donner directement.
Il la transmettait de manière détournée, à travers de petites choses. Il disait « Ta mère sait comment surmonter une perte ». Il disait « Va à l'église, même si tu cesses de croire ». Il disait que les enfants prendraient exemple sur vous. Certains la transmettaient dans le langage de leur propre perte passée. « Mon père est mort quand j'avais 12 ans et ta mère nous a gardés unis. Elle n'a pas fait semblant que tout allait bien. Elle a dit que c'était dur et elle a dit que nous allions y arriver quand même. C'est tout ce que tu as à faire. Dis que c'est dur. Dis que nous allons y arriver quand même. » Et pensez vraiment la deuxième partie. Personne ne pouvait préparer une famille à la pire des issues, mais les hommes qui avaient mûrement réfléchi à ce pourquoi ils partaient essayaient de laisser quelque chose qui tiendrait le coup sous le poids de l'épreuve. Ils le transmettaient dans les derniers jours avant le départ, dans de petits moments où les enfants dormaient, où la maison était calme, où le sac de marin était déjà prêt et où il ne restait plus rien d'autre à faire que de dire la vérité clairement. Top 2, où tout ce qui était important était rangé la police d'assurance, l'acte de propriété de la maison ou le contrat de location, les actes de naissance, le livret de banque, le nom et le numéro de téléphone de l'avocat qui avait rédigé le testament lui-même. Les hommes, qui n'avaient jamais organisé leurs papiers, les organisaient la semaine précédant leur déploiement. Ils s'asseyaient à des bureaux et à des tables de cuisine et rassemblaient tout au même endroit, le mettaient dans une boîte ignifuge, une enveloppe épaisse ou un tiroir spécifique qu'ils décrivaient et montraient du doigt. Ils disaient à leurs épouses ou à leur mère où cela se trouvait, ce qu'était chaque document et quoi faire avec chacun d'eux au cas où il serait nécessaire. Cela semble peu de choses. Ce n'était pas peu de choses. Les femmes qui savaient où se trouvaient les documents, à qui on les avait montrés et expliqués, et qui avaient le nom de l'avocat sur un bout de papier dans un tiroir sur lequel elles pouvaient mettre la main dans l'obscurité, traversèrent la pire des nouvelles avec quelque chose à quoi se raccrocher. Un ensemble d'instructions. Une prochaine étape. Le deuil est plus facile à surmonter lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une désorientation totale. Et les hommes qui l'avaient compris offraient à leur famille le cadeau d'une carte lorsque le territoire devenait méconnaissable. Top 1. Comment croire qu'il reviendrait? La dernière leçon n'était pas d'ordre pratique. C'était un acte de volonté, et les hommes qui la transmettaient savaient que c'était un acte de volonté. Mais ils le faisaient quand même, car l'alternative aurait été de laisser leur famille dans l'anticipation de la perte, et certains d'entre eux avaient décidé qu'ils s'y refusaient. Ils disaient « Je vais revenir », non pas comme une promesse qu'ils pourraient tenir, car ils ne pouvaient pas le promettre, mais comme la posture qu'ils choisissaient et celle qu'ils demandaient. Ils faisaient des projets qui s'étendaient au-delà de la guerre. En mars 1944, un soldat en poste en Angleterre a écrit à sa femme dans l'Ohio pour lui rappeler de ne pas encore planter le pommier, car il voulait le planter à son retour, et il voulait le planter au bon endroit, et il avait réfléchi à l'endroit idéal. Il y réfléchissait depuis 6 mois. Il est rentré chez lui en septembre 1945, et ils l'ont planté cet automne-là. La leçon était la suivante: préserver l'avenir. Continuez à faire des projets qui nécessitent sa présence. Ne rangez pas ses affaires. Ne vous installez pas dans son absence comme si elle était permanente. Gardez une place à table, littéralement ou non, qui dit « c'est temporaire, il est en transit, il va revenir ». Des millions de familles ont maintenu cette posture pendant des années. La plupart du temps, elles avaient raison. Quand ce n'était pas le cas, la posture elle-même leur avait donné un cadre de vie, une version de la normalité qui les maintenait fonctionnels, qui permettait de nourrir les enfants, de faire pousser le jardin, de faire tourner la chaudière et d'équilibrer les comptes. Et cela s'est avéré être exactement la préparation requise pour ce qui allait suivre. Ces 25 leçons n'ont été enseignées dans aucune école et imprimées dans aucun manuel.
Elles se sont transmises d'une personne à l'autre, autour des tables de cuisine, dans les sous-sols, dans les jardins, dans les 5 minutes précédant l'arrivée d'un bus à un dépôt de départ. Elles ont été données par des hommes d'une vingtaine d'années qui n'avaient jamais pensé avoir quoi que ce soit à enseigner, à des femmes et des enfants qui n'avaient jamais pensé être des personnes ayant besoin de savoir ces choses. Le pays que ces familles ont construit lorsque les hommes sont rentrés s'est bâti sur les deux, sur ce que les soldats ont ramené avec eux et sur ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Partagez dans les commentaires la leçon qui, selon vous, a le plus compté. Et si votre famille a une histoire, une leçon de table de cuisine qui s'est transmise, laissez-la ci-dessous, car cette histoire vit dans les détails, et les détails manquent de plus en plus de personnes pour s'en souvenir. Si ces leçons de survie du passé ont changé votre façon de voir la force de ceux qui sont restés, merci de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous mettons au jour les histoires privées que le temps a essayé d'enfouir. Honorons l'héritage de l'avenir. Le prochain chapitre de notre histoire commune sera bientôt révélé.